Quand l'avocate Déborah Journeau dit c'est le fruit de 20 ans de palestinisme, quand le rapport sur les frères musulmans est mis sur la table du Conseil de défense et que le président de la République dit on va réfléchir, on va refaire un Conseil de défense. Est-ce qu'il n'y a pas, je reprends le terme de pudeur, est-ce qu'il n'y a pas une pudeur sur ce qu'on pourrait appeler globalement la politique arabe de la France depuis des années maintenant? Je pense que c'est deux sujets qui peuvent se rejoindre mais qui sont différents. C'est-à-dire vous avez d'un côté la question diplomatique. Quand vous parlez de politique arabe, c'est la question diplomatique, on pourrait y revenir, la question de la reconnaissance ou non de l'État palestinien. Et puis, à d'autres côtés, la question de l'entrisme islamiste sur le sol français, la manière avec laquelle... Vous avez bien vu qu'il a demandé, le président de la République, à son ministre des Affaires étrangères de diffuser le texte dans les pays arabes pour, justement, dire voilà ce qui se passe en France. Et ça, c'est une nécessité. Heureux. C'est-à-dire encore heureux que chacun prenne conscience de ce qui se joue en France. Et la France, elle n'est pas ciblée par hasard, de la même manière qu'en France, la culture, le sport, l'éducation, les universités ne sont pas ciblés par hasard, les médias d'ailleurs aussi ne sont pas ciblés par hasard. C'est la volonté de banaliser, c'est la volonté d'institutionnaliser l'islam politique, qui est encore une fois une idéologie politique d'inversement des valeurs et des principes qui sont les nôtres. Et donc c'est pour ça qu'il faut jamais de naïveté, mais toujours beaucoup de lucidité sur ces questions-là. D'inversion et de conquête. Oui, d'inversion et de conquête. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cherchez à inverser les valeurs qui sont celles qui sont fondatrices d'une nation, les nôtres, notamment de liberté dans notre pays et d'émancipation, oui, c'est une volonté de conquête, d'influence, de manière malheureusement assez caractéristique. Vous évoquez la dimension diplomatique. Est-ce que c'est le moment, comme le souhaite apparemment le président de la République, de reconnaître l'État de Palestine ? Le président de la République, il a posé des conditions cumulatives et essentielles. La libération inconditionnelle de tous les otages. On commence par ça ? Encore heureux qu'on commence par ça. Ça mérite d'être dit. La France a eu la même position depuis le 7 octobre 2023 en demandant et en appelant à la libération inconditionnelle de tous les les Et parce qu'il y a deux écoles. Il y a d'abord, Aurore Berger, il y a deux écoles, vous le savez aussi bien que moi. Il y a le cessez-le-feu. 2, la libération des otages. Ou alors, 1, la libération des otages, et 2, le cessez-le-feu. Donc on aimerait bien savoir par où commencer. Cette guerre n'existe que parce qu'il y a eu le 7 octobre 2023. La difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que le souvenir du 7 octobre 2023 commence à s'éteindre dans la mémoire collective. Qu'on oublie que 1200 personnes, femmes, enfants, vieillards, ont été assassinés. Que certains cherchent à nous faire oublier que 50 Français ont été assassinés le 7 octobre 2023. Moi, je n'oublie pas et je ne veux pas qu'on oublie. Et ensuite, il y a la question diplomatique qui se pose de comment on garantit la reconnaissance de l'État d'Israël, parce qu'on voit bien qu'on a encore aujourd'hui un certain nombre de pays, notamment du monde arabe, qui n'ont pas été dans cette démarche de reconnaissance de l'État d'Israël. Comment on garantit la sécurité de l'État d'Israël et de celles et ceux qui y vivent. Ce matin, vous nous dites que c'est vraiment pas du tout fait. Le président lui-même le dit. Le président lui-même, en posant comme condition libération des otages, démilitarisation du Hamas, interdiction que le Hamas puisse d'une quelconque manière être demain dans la gouvernance qui serait celle d'un État palestinien, reconnaissance dans la région de l'État d'Israël et sécurité de l'État d'Israël. Vous voyez bien que ces conditions, elles sont puissantes, elles se cumulent, c'est pas l'une à la place de l'autre, c'est tout ou c'est rien. Et donc c'est ça la position de la France, et celle-là, elle est constante. Mathieu, permettez-moi d'avoir le souci du diagnostic. Vous parlez de la situation difficile, tragique des Français juifs aujourd'hui. Oui. Vous parlez d'une remontée de l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut vraiment... Vous parlez de l'islam politique. Oui. Est-ce qu'on peut parler de tout ça sans parler d'un autre mot, la question de l'immigration? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'immigration massive, la transformation démographique de la France et la montée de l'antisémitisme? Il n'y a pas de transformation démographique de la France. Non, il n'y a pas de transformation démographique de la France quand vous prenez aujourd'hui le nombre de personnes qui sont immigrées dans notre pays et le nombre de personnes qui sont français. Il n'y a pas de transformation démographique de la France. Tout n'est pas seulement administratif, il y a un changement culturel profond. Je ne dis pas que tout est administratif, mais je dis qu'on ne peut pas parler... Il n'y a pas de changement démographique en France aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une transformation. Déjà, vous dites plus... Je dis transformation sans gêne. Comme Jean-Luc Mélenchon le dirait, comme d'autres le disent, comme le président de la République l'a déjà dit aussi. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon l'emploie dans les mêmes... Non, je dis que plusieurs constatent la même chose. Plusieurs constatent la même chose. Qui l'espèrent peut-être. Jean-Luc Mélenchon l'espère, dans ce qu'il appelle la créolisation de la France. Il y a ceux qui le brandissent comme une arme pour espérer fracturer, déstabiliser le pays. Moi, j'essaie d'avoir un constat qui est un constat lucide. Vous avez publié dans la Tribune du Dimanche, dis-je, un texte sur
pour réfléchir à la question de l'entrisme islamiste, le rapport des frères musulmans. Je vous cite à deux moments. « On ne peut ignorer les sentiments qui traversent une grande part de nos compatriotes musulmans. À force de se sentir en France comme dans le pays d'origine de leurs grands-parents doubles étrangers, ils finissent par se laisser convaincre qu'en bout du compte, ils ne sont plus que musulmans, que cette identité les résume. » Et ensuite, dernière phrase, « Tant que des Français se sentiront moins égaux que d'autres dans l'accès à l'emploi ou au logement, jamais on ne pourra les convaincre de faire nation commune. » Vous lisant, j'ai eu l'impression que vous expliquiez que si l'entrisme des frères musulmans fonctionne bien, c'est parce que la France a créé les conditions pour qu'il fonctionne, que la France est un peu responsable de leur succès. Non, mais je pense qu'on a une responsabilité dans la manière avec laquelle on doit combattre l'entrisme islamiste, qui suppose une double lucidité, être lucide et implacable sur le fait que cet entrisme existe et n'être jamais naïf, et donc poser les conditions de le combattre partout où il s'exerce, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le monde universitaire, éducatif, associatif, mais être aussi lucide sur le fait qu'on crée un terreau favorable aux frères musulmans à partir du moment où certains Français ont l'impression de subir et continuent à subir des discriminations. Ce terreau, il existe. Il faut être lucide là-dessus. Si vous ne faites pas les deux dans le même mouvement, alors finalement, vous laissez ce terreau aux frères musulmans et vous les jetez en pâture. La France porte en elle un système discriminatoire. Non, pas la France. Pas la France. Pas la France. Une partie de la France. Non, il n'y a aucune responsabilité de l'État ou de la France. Il n'y a pas de discrimination d'État. Il n'y a pas de racisme d'État. Je me suis toujours élevée contre l'emploi de ces termes. Donc la société française. Parce que c'est faux. Mais on ne peut pas. Enfin, il faut quand même être lucide sur le fait qu'il y a des discriminations qui persistent. Parce que ce que je comprends de votre raisonnement, c'est que ces discriminations dont vous affirmez l'existence, expliqueraient la percée des frères musulmans. Non, ce que je dis, dans l'intégralité de la tribune dont vous n'avez cité que des extraits. Mais que j'ai lu intégralement et que je crois résumer correctement. Non, parce que justement, moi je parle de cette double puissance républicaine, la double, c'est-à-dire celle qui lutte d'abord contre l'entrisme et qui est particulièrement lucide et implacable sur les mesures à appliquer, sur la lutte contre le séparatisme, la lutte contre l'idéologie politique et l'islam politique. Et dans le même mouvement, oui, la lutte contre les discriminations, parce que je pense que si vous ne luttez pas contre les discriminations qui aujourd'hui résistent dans notre pays, que ce soit des discriminations à l'embauche ou au logement, pour ne prendre que deux d'entre elles, alors vous offrez un terreau d'expression pour les frères musulmans. De manière évidente. Sur quoi prospèrent-ils sinon ? Sur un sentiment d'identité culturelle différenciée, sur le progrès de l'islamisme, sur un changement démographique tel qui fait en sorte que désormais le message de la République peut difficilement se faire entendre quand il y a un écart culturel majeur. Mais il n'y a pas que l'écart culturel, vous avez les deux. Vous pensez pas un écart de civilisation, un écart religieux ? Vous pensez pas qu'il y a les deux ? Vous pensez qu'il n'y a aucune discrimination qui existe dans ce pays ? Je pense que la notion de discrimination systémique est une discrimination... J'ai pas dit systémique. Alors, c'est une discrimination individuelle, tout le monde en pratique de manière absolument terrible, c'est regrettable, mais c'est pas institutionnel. Mais je n'ai pas dit que c'était institutionnel, mais j'ai dit que c'était la responsabilité en revanche de l'État de lutter contre ces pratiques discriminatoires. Ça, c'est notre responsabilité que de faire respecter les lois de la République. Mais vous notez que partout en Occident, il y a un progrès de l'islamisme. Quand moi j'entends qu'on fasse respecter les lois de la République, c'est partout, tout le temps et pour tout le monde. Donc respecter les lois de la République, c'est quoi ? C'est lutter contre l'entrisme islamiste, c'est voter par exemple la loi sur le séparatisme que LFI n'a pas voté, que le Rassemblement national n'a pas voté, alors que ça permet de démanteler un certain nombre de faux lieux de culte qui malheureusement font la propagation de la haine et de l'idéologie politique et l'islam politique, mais c'est aussi lutter contre des discriminations qui existent encore dans notre pays. Si vous ne faites pas les deux dans le même mouvement, vous n'êtes pas crédible en fait. Vous n'êtes pas crédible en tant que républicain pour faire respecter partout la loi de la République. Aurore Berger, sur Europe 1 et CNews, il y a quelques semaines, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a dit qu'elle n'était pas macroniste et que de toute façon le macronisme allait s'éteindre dans quelques semaines ou dans quelques mois, je la cite, sous-entendu avec la fin du mandat du président. Les fidèles du président, dont vous faites partie, s'étaient insurgés. Vous dites au contraire que cette école de pensée politique, si on peut l'appeler comme ça, va aller au-delà du mandat du président. Et mieux que ça, vous en proposez d'être l'étendard. Donc c'est Aurore Berger, présidente en 2027. Il y a plusieurs choses. Déjà, moi je crois qu'il reste 2 ans. Il reste 2 ans pour agir et donc donner le sentiment qu'on enjamberait ces 2 dernières années, c'est de dire aux Français, finalement, on va perdre 2 ans. On va perdre 2 ans qui sont utiles. Tous les sujets dont on a parlé, on n'a pas 2 ans. On n'a pas 2 ans devant nous sur la lutte contre l'entrisme islamiste. On n'a pas 2 ans sur la. C'est 1 an et demi parce qu'il y aura la campagne qui va très bien, mais enfin, fatalement vous pouvez pas diluer dire aux Français, tout le reste. Il ne se passera plus rien
Et peu importe votre quotidien ou les difficultés que vous rencontrez, nous, on s'en lave les mains et on vous donne rendez-vous en 2027. Donc moi, je ne dis pas ça. Je dis déjà, on travaille et on est là pour obtenir des résultats sur les 2 années qui viennent, parce que 2 ans, c'est beaucoup pour avec faire ce que vous appelez les acquis du macronisme. Oui, parce que moi, je ne crois pas que le macronisme s'arrête en 2027 et je ne le souhaite pas, parce que je ne crois pas que les Français aient envie de revenir dans un débat gauche-droite. Ou alors, dites-moi où vous classez, par exemple. Dites-moi où vous classez le Rassemblement national. Vous le classez à gauche d'un point de vue économique, vous le placez à droite sur les points de vue régaliens. C'est très difficile à classer, notamment d'un point de vue économique, parce que quand vous êtes un parti politique qui revendique l'autorité, mais que vous votez contre la réforme de l'assurance chômage, que vous votez contre la suppression des régimes spéciaux de retraite. Vous avez le retour d'une droite républicaine et maintenant on va avoir le congrès de la gauche. Rien que ça, vous voyez bien. Est-ce que vous classeriez encore le RN à l'extrême droite alors ? Sur un certain nombre de champs, de valeurs, de principes ou de ses membres, oui. Mais c'est pas moi qui le fais. Il suffit de voir les candidats qu'ils ont investis aux dernières élections législatives après la dissolution. Ils sont un peu d'extrême droite, mais pas surtout. En tout cas, sur les questions économiques, ils sont un peu partout et donc un peu nulle part. Et c'est toutes les difficultés avec le Rassemblement national. Parce qu'ils disent en permanence autorité, responsabilité. Mais quand il s'agit de voter des textes sur la question du RSA et de la responsabilisation aussi de ceux qui sont au RSA, sur la réforme de l'assurance chômage, sur la suppression des régimes spéciaux de retraite, ils ne votent pas. Parce qu'ils voient bien que justement leurs électeurs ne sont pas forcément au clair sur ce qu'ils attendent. Et donc ils essayent d'être un peu partout. Et moi je pense qu'ils sont classables malheureusement nulle part d'un point de vue économique. Moi ce que je veux, c'est incarner ça. C'est incarner à un moment ce que nous portons depuis maintenant 8 ans avec le président de la République, notamment d'un point de vue économique, sur les réformes que nous avons faites, qui ont fait que ça ne tombe pas du ciel d'être redevenu le premier pays attractif d'Europe depuis 8 ans, sans discontinuer sur les investissements étrangers, année après année. Nous sommes redevenus... On annonce bien les hausses d'impôts, cela dit. Mais quelle hausse d'impôts ? François Bayrou, si j'ai bien compris... Nous n'avons pas fait de hausse d'impôts depuis 8 ans. Mais j'ai bien compris, François Bayrou considère qu'il va falloir, avec la dette qui monte, tout ça, c'est une réussite économique ? Nous avons, depuis 8 ans, baissé l'impôt sur le revenu. Nous avons fait le choix de changer l'ISF, et je l'assume et je n'entends pas qu'on revienne dessus. Nous avons fait le choix de ramener la moyenne de l'impôt sur les sociétés dans la moyenne européenne et de l'OCDE, ce qui était une demande. Nous avons supprimé la taxe d'habitation, donc nous ne sommes pas ceux qui avons augmenté les impôts dans notre pays. On ne peut pas résumer, j'allais dire, le bilan économique d'Emmanuel Macron sur effectivement ce qu'il a su faire, c'est-à-dire l'attractivité de la France. Donc il a su le faire. Même si on n'a pas augmenté les impôts restent très élevés. On est quand même un pays où les prélèvements sont records. Et puis, ça risque pas de baisser d'après ce qu'on a compris et d'après ce qu'annonce M. Bayrou et avant lui, Mme de Montchalin. Et puis, il y a quand même cette question de la dette. Bien sûr qu'il y a une question de la dette qu'on ne sait même plus par quel bout prendre. C'est-à-dire qu'en 2027, on va se retrouver à rembourser 80 milliards d'intérêts de la dette. Mais la dette, moi, c'est ce qui... On peut plus faire aucune réforme structurelle aujourd'hui. Ce qui m'interpelle beaucoup dans ceux qui aujourd'hui critiquent l'ampleur de la dette, c'est que la dette, elle est alimentée par quoi en premier ? Elle est d'abord alimentée par la question du modèle social et singulièrement de la question des retraites. Et les mêmes qui aujourd'hui nous pointent du doigt sur la question de la dette ont été infichus de voter la réforme des retraites quand on l'a proposée. Heureusement qu'on l'a faite, sinon on n'en serait pas là au niveau de la dette française et ce serait bien pire. Donc ça veut dire qu'il faut continuer sur des réformes. Et il y a ce qu'on peut faire dans les 2 ans. C'est pas M. Macron qui porte les 1000 milliards de dettes supplémentaires. Vous dites que c'est la faute du Parlement. Nous devons, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne m'exonère pas de nos responsabilités. Je dis juste que nous, on a eu le courage de faire cette réforme des retraites, que beaucoup appelaient de leur vœu, mais que peu ont voulu voter. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons dû utiliser d'autres instruments pour qu'elle puisse être adoptée et qu'on puisse protéger les Français et qu'on puisse protéger aujourd'hui ceux qui sont à la retraite. Mais je dis qu'il y a ce qu'on peut faire dans les 2 dernières années et ce qu'on doit faire et qu'il y a des questions qui devront se trancher en 2027 et que j'entends porter un certain nombre de ces questions pour 2027, que ce soit sur les questions identitaires, que ce soit sur les questions culturelles, que ce soit sur la question de la laïcité et que ce soit aussi sur la question de notre modèle social et de son financement. Mais justement, dites-nous un peu où vous êtes, où vous seriez en 2027, parce que au sein du gouvernement et parmi les macronistes, il y a beaucoup de sensibilité. Édouard Philippe dit qu'il faut gouverner au centre. Bruno Retailleau, qui fait partie du gouvernement, a envie d'une alliance avec les macronistes. Quelle est votre ligne politique à vous ? Sur le plan économique, vous avez dit on continue la politique d'attractivité, quelque part de libéralisme, mais qu'est-ce que vous en faites sur le système de protection sociale ? Est-ce que, par exemple, on augmente la TVA sociale ? Est-ce qu'on diminue les prestations ? C'est quoi la ligne des macronistes en 2027 pour vous ? Mais la ligne, c'est d'abord sur la question du modèle social, celle du choix du travail, ce qui suppose quoi ? D'augmenter la quantité de travail dans notre pays, ce qui passe par la question de l'emploi des femmes, la question de l'emploi des seniors, la manière avec laquelle la réforme du RSA donne aujourd'hui, on le voit, des résultats. La réforme de l'assurance chômage, je pense qu'il faut aller au bout de la réforme de l'assurance chômage pour garantir un retour à l'emploi qui soit bien plus rapide, parce que c'est notre premier
premier levier c'est ce que vous avez de fait, financement mais et ça de n'a pas modèle empêché la social. France de s'endetter de manière très importante. Mais vous savez aussi des raisons objectives de cet endettement et nécessaires de cet endettement. Et vous vous souvenez aussi, parce que vous êtes connaisseur de notre vie politique, que quand on a essayé de débrancher les fils de la dépense publique post-Covid, tout le monde nous a dit surtout de ne rien débrancher. Mais tout ça est une question d'incarnation. Alors, il y aura au centre, si on comprend bien, Gabriel Attal probablement, Édouard Philippe, peut-être Mme Braun-Pivet, j'ai cru comprendre Elisabeth Borne possiblement. Vous êtes du lot désormais à vous fragmenter ainsi, chacun avec votre 2% ou votre 3%. Est-ce que vous favorisez pas ce que vous appelez les extrêmes? Et parce que vous espérez peut-être qu'on soit à 2 ou 3%. Non, je dis chacun d'entre vous. J'ai vous, plus Mme Braun-Pivet, plus Mme Borne. Je pense qu'on représente plus et mieux dans le pays. Et je pense dis pas les macronistes, 3%. Je dis chacun d'entre vous, si vous fragmentez. On n'envisage pas évidemment qu'il y ait 5 ou 6 candidatures qui se présentent dans le même mouvement. Ce qu'il faut, c'est par contre qu'on a des modalités à un moment, qu'on se mette tous autour de la table pour décider des modalités de désignation. Une primaire ou pas, le choix des adhérents d'un parti ou pas, la question des enquêtes d'opinion et la nécessité, à un moment, en tout cas c'est ma volonté, d'avoir une candidature unique pour garantir aux Français... par exemple le ralliement d'Édouard Philippe à votre candidature? Je veux qu'on garantisse aux Français qu'ils aient un autre choix à faire en 2027. Vous pensez qu'Édouard Philippe va se rallier à Aurore Berger? Je pense surtout qu'il reste 2 ans. Je pense que pour l'instant, il faut travailler. Gabriel Attal, peut-être? Je pense qu'il faut travailler et moi, je travaille. Et je pense, encore une fois, qu'il faut un autre choix aux Français en 2027 qu'un choix de désespérance entre le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Merci. Et que malheureusement, ce sera possible si on n'arrive pas à se rassembler. Et moi, en tout cas, j'y travaille. Merci Aurore Berger.